On est à bord de la planète A, et cette planète, elle est en train de foncer pied au plancher, droit dans le mur, et c'est un peu embêtant parce que on n'a pas de planète B. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux limites des instruments de politique climatique, et on va voir en particulier à quelles conditions ils sont efficaces. Vous savez déjà ce que c'est que le système d'échange des quotas d'émissions européens, mais si vous voulez approfondir, vous pouvez consulter la vidéo sur le site de la Commission, dont vous avez le lien ici dans le diaporama, enfin dans la vidéo. Alors, est-ce que le SEC, ça a fonctionné? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être satisfait des résultats du SEC? Eh ben, c'est d'une certaine manière oui, si on regarde le bilan global. C'est-à-dire qu'il y a eu entre 2005 et 2024 une réduction de 47% des émissions de la grande industrie et du secteur de la production électrique. Donc très bien, et c'est d'ailleurs ce qui justifie que l'Union européenne veuille continuer sur cette lancée et réduise du coup les émissions de ces secteurs de 60% en 2030. D'un autre côté, en fait, cette réduction, elle n'a pas eu lieu que dans les secteurs qui étaient concernés par le SEC. Et en fait, les secteurs de la grande industrie et de l'électricité n'ont réduit leurs émissions que 15% de plus que les autres secteurs qui n'étaient pas concernés par les quotas d'émissions. Donc on ne peut pas attribuer l'essentiel de la réduction au SEC, c'est plutôt le progrès technique, l'envie de faire des économies d'énergie fossile qui a conduit à cette réduction. Alors, l'autre problème, c'est que c'est une réduction qui est en partie apparente, puisqu'elle a pu s'accompagner de délocalisation de nos émissions, on le verra plus en détail tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui détermine le prix du carbone? C'est l'offre et la demande. Et si on regarde les évolutions des prix sur le long terme, on s'aperçoit que pendant très longtemps, les prix du carbone ont été très bas, parfois même aux alentours de 5 €, donc ce qui est vraiment extrêmement faible, mais en tout cas jusqu'à 2019, inférieur à 20 €. Donc ça, c'était vraiment un gros problème, parce qu'avec des prix aussi bas, bien entendu, il n'y avait aucune incitation qui était fournie aux producteurs de passer à des techniques de production décarbonées. Alors, le bilan est mitigé, et c'est en partie parce que il y a des problèmes avec ces marchés de quotas d'émissions. Le problème, primo, ça a été qu'il y a eu des fraudes. Et elles ont quand même défrayé la chronique, elles ont porté sur des montants importants. C'était un dispositif fiscal un peu nouveau, donc il y a eu des gros malins qui sont passés dans les failles. Mais bon, ça c'est quand même réglé, en tout cas on l'espère, et donc c'est pas le problème principal pour le futur. Le problème principal, c'est que en fait, par souci de ne pas trop handicaper l'industrie européenne, et puis à cause du lobbying, finalement on a beaucoup écouté les grandes industries, et finalement on leur a donné trop de quotas, et en particulier des quotas gratuits. Ce qui fait que les prix du carbone ont été pendant longtemps beaucoup trop faibles, et que même aujourd'hui, ils sont trop faibles, parce que ce qu'il faudrait, d'après les économistes visés, c'est un coût de la tonne du carbone à 250 € à minima, pour que ça produise des effets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire essentiellement? La première idée, c'est d'avoir moins de crédits en retardant les mises aux enchères de crédit, donc les allocations. Donc en fait, il y a des délais qui sont du coup introduits, mais l'instrument principal quand même, ça consiste à ne plus fournir de crédits gratuits. Et si vous voyez donc ici la part des quotas gratuits dans le total des quotas qui est programmée par le SEC, en 2034 il n'y aura plus de quotas gratuits, et donc ça va quand même limiter l'offre, et quand l'offre est limitée, les prix augmentent, ce qui est un peu le but recherché ici.
Alors, l'autre mécanisme qui a été mis en place pour éviter ce genre de problème, c'est la réserve de stabilité, the Market Stability Reserve. Donc ça, c'est un mécanisme qui est relativement nouveau et qui vient du fait qu'on s'est aperçu qu'en fait, il y avait trop de quotas assez souvent sur le marché. Et donc, ce que fait cette réserve, c'est qu'en fait, elle retire des quotas lorsque le total number of allowances, c'est-à-dire des quotas in circulation, dépasse 833 millions de tonnes. À ce moment-là, elle intervient et elle peut acheter donc 24% de l'excédent sur 12 mois. Et puis elle peut aussi, alors qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle a acheté ses crédits, cette Market Stability Allowance? Eh ben, ce qu'elle peut faire en fait, c'est tout simplement les retirer carrément, elle les annule, au fond ils disparaissent complètement. Alors elle peut aussi fonctionner en sens inverse, hein, si les quotas en circulation, donc offerts sur le marché, descendent en dessous de 400 millions de tonnes, elle peut aussi au contraire en revendre, et donc les réinjecter en quelque sorte dans le marché. Alors il y aurait une autre méthode, hein, c'était pas la seule façon de faire, bien entendu, qui consisterait à faire mettre en place plutôt des prix planchers pour éviter, pour rassurer les investisseurs en leur disant de toute façon vous pourrez vendre votre carbone à tel prix. Alors c'est pas ça qu'on a choisi, au fond dans l'Union Européenne, on a plutôt choisi la Market Stability Reserve, qui elle agit sur les quantités. En théorie, elle n'a pas d'objectif de prix affiché. Donc voilà, bon, c'est un choix. Est-ce que c'est le bon? Je sais pas. Il y a un débat chez les économistes pour savoir s'il n'aurait pas plutôt fallu introduire un prix plancher. Et Jean Tirole, qui était le prix Nobel d'économie français, il défendait une option de prix plancher, ou en tout cas il l'a sérieusement envisagé. Alors l'autre souci avec les marchés de quotas d'émissions, en particulier dans la version initiale, c'est que, au fond, ils concernent pas toute l'industrie, ils concernent à peu près un tiers, au fond, des activités industrielles, ou un tiers des émissions en tout cas. Et les secteurs, c'est la grande industrie, donc les PME, par exemple, sont pas concernés. C'est l'énergie, bon ça, très bien, formidable. L'aviation, c'est surtout sur les vols intra-européens, mais bon, il est prévu qu'en 2026, ce soit l'intégralité du transport aérien. Et puis le maritime, le transport maritime, c'est simplement depuis 2024. Donc c'est le périmètre, au fond, qui pose problème, hein. Le périmètre est trop restreint, et il faut élargir ce périmètre. Alors c'est ce qui est prévu dans le SEC 2, le SEC 2 qui va voir le jour, enfin en 2027, en fait il est déjà prévu, hein. Aujourd'hui pour l'instant on est dans des phases déclaratives, mais il entre en vigueur en 2027, et ça concerne du coup d'autres secteurs. En particulier les autres secteurs, c'est la petite et la moyenne industrie, le secteur des transports, le secteur du bâtiment, et puis le chauffage. Alors comment ça marche? En fait ça consiste à taxer, cette fois-ci, les fournisseurs d'énergie, c'est-à-dire les gens qui vendent de l'électricité et du carburant. Alors c'est eux qui vont devoir acheter des certificats, des quotas, et évidemment ils vont répercuter ces coûts non pas aux consommateurs finaux, mais aux entreprises qui achètent du coup cette énergie. L'autre problème avec les quotas d'émissions, et plus généralement avec toutes les politiques environnementales, c'est ce qu'on appelle les fuites de carbone. Alors qu'est-ce que c'est exactement ces fuites de carbone? Je peux vous donner un exemple. Considérons l'Europe qui a des producteurs de voitures. Et ces producteurs de voitures, ils peuvent être soumis à un certain nombre de dispositifs de politique environnementale, tels que des taxes, tels que des marchés de quotas d'émissions, ou bien tout simplement des normes strictes de type sanitaire ou technologique. Alors dans un cadre comme ça, ces producteurs, ils peuvent avoir en fait intérêt à délocaliser, ou bien ils peuvent être handicapés et donc remplacés par les produits de constructeurs qui, eux, opèrent dans des lieux où c'est moins cher, en particulier en Asie, mais ça peut être aussi aux États-Unis. Donc en fait, on peut faire les voitures, elles ne sont plus faites en Europe, mais elles sont faites, par exemple, en Asie.
Et ensuite, elles sont réexportées éventuellement vers l'Europe. Donc là, dans un cas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Au fond, le CO2 qui n'est plus émis en Europe, il est délocalisé dans d'autres pays émetteurs où il est moins taxé. Il y a donc une fuite de carbone. Et ça, c'est pas bien sûr l'objectif poursuivi. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une vraie baisse des émissions de CO2. Alors, toutes les politiques environnementales strictes, elles ont des effets sur l'économie, de réallocation de la production. Il peut y avoir délocalisation, c'est-à-dire qu'on arrête de produire chez nous quelque chose qu'on faisait, et on va le produire à l'étranger, quitte à réimporter les produits. Il peut y avoir aussi une autre stratégie qui consiste à augmenter le recours à la sous-traitance internationale. Donc ça veut dire qu'on va faire venir nos intrants, nos composants intermédiaires, etc., depuis des sous-traitants qui opèrent dans des zones où la réglementation est moins stricte en matière environnementale. Et puis ça a été prouvé, c'est-à-dire que les économistes ont construit un index de sévérité des politiques environnementales. On voit que cet indice de sérieux de la politique environnementale est corrélé avec les stratégies des firmes. Donc les firmes prennent en compte ce truc-là et elles essaient d'échapper en quelque sorte aux politiques environnementales par leur choix de localisation. Et puis plus généralement, même si les firmes ne délocalisent pas ou qu'elles ne recourent pas à la sous-traitance internationale, en réalité, il peut tout simplement arriver que les firmes ferment, ou en tout cas réduisent leur production. Pourquoi? Parce qu'elles perdent des parts de marché, parce qu'elles sont moins compétitives, et donc elles subissent une espèce de concurrence déloyale de la part des pays qui, eux, n'ont pas mis en place de politique environnementale qui augmente les coûts. Donc il n'y a pas besoin de délocaliser ou de faire de la sous-traitance, le simple fait de perdre des marchés peut produire le même effet. Donc on voit bien que ça, c'est des effets qui ne permettent pas de réduire les émissions de CO2 et qui en plus handicapent ceux qui mènent une politique environnementale d'un point de vue économique, donc c'est vraiment pas quelque chose de désirable. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut rien faire? Mais non, pas du tout en fait. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on est dans une situation un peu aberrante, qui est que on s'est aperçu que les secteurs industriels qui finalement sont les plus émetteurs de CO2 sont les moins taxés en termes de commerce international. Pourquoi? Parce que c'est des grosses industries qui ont une forte capacité de lobbying et elles se font donc du coup bien entendre de la part des régulateurs, des États qui taxent pas les importations et par conséquent on peut en déduire en fait que ça représente une sorte de subvention en fait aux industries les plus émettrices, aux industries les plus sales, qui peut, d'après les estimations des économistes, se monter jusqu'à plusieurs centaines de milliards de dollars par an, et je vous donne le lien de l'article si vous êtes intéressé pour approfondir ce sujet. Alors, que faire par rapport à cette chose-là? La solution, c'est justement de rétablir et d'adopter une politique commerciale qui soit, elle, plus valide. Et c'est quand même ce que fait l'Europe avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est prévu pour 2026. Pour l'instant, on est là aussi dans des phases déclaratives. Et le principe, c'est de taxer les intrants sales, en particulier le fer et l'acier, l'azote, dont la production génère pas mal de CO2, l'utilisation aussi d'ailleurs, mais donc lorsqu'on fait des engrais azotés, ça émet du CO2, l'aluminium, un autre métal, et puis l'hydrogène par exemple, voilà des exemples de choses, d'intrants qui sont de consommation intermédiaire, donc qui sont taxés, qui seront taxés par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc ça c'est un progrès qui reste encore à matérialiser, mais qui est prévu. Alors comment ça marche en pratique? En pratique, c'est les importateurs qui vont devoir acheter des certificats proportionnellement au contenu en carbone de leurs importations. Donc en fait, c'est les importateurs qui vont payer cette sorte de taxe.
et ils vont devoir du coup répercuter sur les prix finaux, et donc ça va internaliser les émissions de carbone. Le prix de ces certificats sera déterminé par le prix du carbone sur le sec, c'est-à-dire sur le prix hebdomadaire de la tonne de carbone lorsqu'elle est mise aux enchères. Alors bon, évidemment, on peut y échapper si jamais on a déjà, si les produits qu'on importe ont déjà été taxés du fait de leurs émissions de carbone. Et là, il faut en faire la preuve. À ce moment-là, vous n'avez pas à payer, vous n'avez pas à acheter de certificat. Alors, est-ce que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est une bonne idée? Alors, bien sûr, d'un point de vue pour les producteurs d'acier, d'azote, d'aluminium ou d'hydrogène européen, ça c'est une très bonne idée parce que ça les protège de la concurrence asiatique, américaine, où il y aurait moins de taxation du carbone. Donc ça remet tout le monde en quelque sorte sur un pied d'égalité, ce qui est tout à fait souhaitable et désirable. Et puis par ailleurs, l'autre effet positif, c'est que ça incite aussi les Chinois et les Américains à taxer leur carbone, leur acier, au titre de leurs émissions carbone, de manière à ce qu'ensuite ils soient plus facilement exportables sans avoir à payer le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières à l'entrée dans l'UE. Donc ça incite les autres pays à adopter des politiques mieux-disantes en matière environnementale, et là aussi, super idée, donc tout va bien. Le problème quand même, c'est que ça ne porte que sur les entrants. Et par conséquent, par exemple, le constructeur de voitures, il peut se dire, attendez, européen, il peut se dire, attendez, si je vais payer, moi, mon acier que j'importe plus cher parce que je suis obligé de le faire, parce que je le fais venir de Chine, et à ce moment-là, pourquoi pas aller faire mes voitures directement en Chine? Et donc ça peut inciter malheureusement à la délocalisation des produits finis. Donc la bonne solution, si on veut éviter ce genre de problème, c'est d'étendre le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières à l'intégralité des produits, et pas simplement aux intrants, et du coup de l'étendre à tous les produits, y compris les produits finis et les produits complexes. Alors l'ennui, c'est que les produits finis, il faudrait pouvoir connaître exactement leur contenu en carbone, en quelque sorte, et comme ils sont complexes, qu'ils agrègent des tas de composants, c'est un peu difficile de savoir, de faire un bilan et de pouvoir taxer correctement. Mais ça reste le but, le but c'est d'avoir à terme un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui soit étendu à l'intégralité des pays pour éviter les effets de délocalisation. Que conclure finalement au sujet de ces instruments de politique climatique? En fait, ils sont formidables, mais à certaines conditions. Et ça ne marche pas tout seul. Et ces conditions, c'est quoi essentiellement? C'est d'abord que les prix ne fassent pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop volatiles, qu'on puisse les prévoir, c'est la clé pour que les investisseurs fassent des efforts qui payeront à long terme. Et puis, par ailleurs, il faut aussi que ces prix soient suffisamment élevés, donc il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre entre l'offre et la demande de crédit carbone qui amène à des prix trop bas. Par ailleurs, il faut lutter contre les fuites de carbone, c'est-à-dire que si on ne se protège pas contre une concurrence déloyale, on n'arrivera pas au résultat espéré, et en plus, on se sera tiré une balle dans le pied d'un point de vue économique. Donc il y a des conditions à respecter pour que les instruments de politique climatique en particulier soient efficaces et portent leurs fruits. Je voudrais terminer en posant la question de savoir finalement où est-ce qu'on devrait, au niveau de la planète, faire ces efforts. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des low-hanging fruits, comme disent les Anglais, c'est-à-dire des fruits faciles à cueillir, des fruits qui ne coûtent pas trop cher à accueillir en matière de décarbonation? En Europe, pas tellement en fait. Par contre, en Chine, oui, le charbon chinois, ça c'est vraiment quelque chose qui est incroyablement émetteur, c'est-à-dire quand on fait de l'électricité ou de l'acier avec du charbon, ça émet 3 fois plus qu'avec des énergies fossiles telles que du gaz naturel liquéfié par exemple, donc il faudrait absolument se focaliser sur le charbon. Et pourquoi pas du coup envisager de donner de l'argent à la Chine pour qu'elle arrête à la fois d'extraire et ensuite d'utiliser du charbon comme source d'énergie primaire.
Alors oui, c'est vrai que du point de vue de l'efficacité, c'est probablement ce qu'il faudrait faire. D'un autre côté, ce n'est qu'un optimum de second rang, comme disent les Anglais, un second best, c'est-à-dire que le mieux serait quand même que les Chinois, spontanément, et sans qu'on ait besoin de les payer, arrêtent d'utiliser le charbon. Bah pourquoi? Bah parce que nous, avec l'argent qu'on leur aurait donné, on pourrait faire des réductions de notre côté. Et donc, hein, c'est quand même pas l'idéal d'aller donner l'argent aux Chinois. Bah, maintenant, est-ce qu'on est dans un monde idéal? Est-ce qu'on ne devrait pas, au contraire, essayer de prendre en compte l'imperfection du monde et donc donner cet argent aux Chinois? Le débat est ouvert. Ce qui est un peu embêtant, et ce qui fait que moi, j'ai pas une religion, je dirais, bien définie à ce sujet, c'est que, d'une certaine manière, ça reviendrait, si on le commence à le faire, à donner aux pays émetteurs, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup de charbon, une sorte de droit à nous prendre en otage, c'est-à-dire à nous dire écoutez, si jamais vous nous payez pas pour qu'on fasse pas de dommages à l'environnement, et ben à ce moment-là on va le faire au maximum. Et ben c'est quand même un peu délicat hein, d'accepter ce genre de situation, et donc pour l'instant c'est vrai qu'on reste plutôt sur des dispositifs où chacun finance ses propres réductions. C'est peut-être pas le plus efficace, mais en même temps, ça évite ce genre d'effet pervers qui pourrait, en quelque sorte, faire que les gens, les pays les plus émetteurs, en quelque sorte, utilisent ces émissions potentielles comme des menaces. Bon, mon opinion n'est pas arrêtée sur le sujet, et je pense que la vôtre je vous laisse la responsabilité d'essayer de déterminer la vôtre. Hein, est-ce qu'il faudrait subventionner les réductions à l'étranger ou pas? Est-ce que ça devrait être l'essentiel de notre politique? C'est clairement quelque chose qui pourrait être envisagé et qui, en tout cas, mérite d'être discuté.